Bien, en espérant que la sonorité, voilà, que le son fonctionne. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Je suis Mathieu Rondeau, je suis le directeur de la communication de Léonard et je me charge également de la veille et de la programmation de ce lieu que, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, je vais me donner le soin de présenter en deux mots. Vous êtes ici à Léonard Paris, qui se veut donc le laboratoire ouvert, je me déplace un peu pour éviter les larcènes, du futur des villes et des infrastructures, qui a été créé et inauguré tout récemment, en juin dernier, donc par Vinci. L'idée est de rassembler donc, dans ces lieux les innovateurs du groupe Vinci, quelles que soient d'ailleurs leurs spécialités, leurs origines, leurs entreprises d'appartenance, et bien, de consolider ici tout un écosystème de gens, chercheurs, start-up, praticiens, agents du terrain, pour justement essayer d'imaginer les enjeux liés au futur des marchés et des métiers de la construction, de la mobilité et des énergies. Je suis heureux de vous accueillir ici donc, pour une première rencontre qui est consacrée à une thématique extrêmement importante, mais qu'on n'a jamais abordée comme telle ici à Léonard Paris. On a beaucoup parlé finalement des effets du changement climatique et en particulier de résilience à l'initiative de la Fabrique de la Cité, le think tank qui loge eh bien, dans ces murs, ou encore de Léonard qui travaille précisément aux évolutions des pratiques constructives sous contrainte du changement climatique. Cette fois-ci, on voudrait parler finalement de la feuille de route des bâtiments et du bâtiment à faible empreinte carbone, et en particulier donc, et même viser en quelque sorte l'objectif zéro carbone. Pour lancer eh bien, cette petite soirée d'échange, on va être ensemble pendant un peu moins de 2 heures, je veux démarrer en lançant 2 chiffres que la plupart d'entre vous connaissent déjà bien. Le premier d'entre eux, c'est 1,5 degré, ou 1,5 degré plutôt, et le deuxième, c'est 20%. 1,5 degré, c'est la hausse maximale des températures globales que l'accord de Paris fixait en 2015 aux États, donc comme cible, aux États signataires, donc d'ici 2030. Or, vous le savez, le dernier rapport du GIEC, qui a été présenté en octobre, sonne l'alarme, car cette cible sera dépassée, voire largement dépassée, si rien n'est fait dans les plus brefs délais pour limiter l'empreinte carbone des activités humaines. 20%, c'est la part du bâtiment, et en particulier du bâtiment résidentiel et tertiaire, eh bien, dans le bilan carbone d'un État comme la France. Alors, ce n'est pas le secteur réputé le plus émissif, puisque eh bien, le transport le devance avec 28% d'après les chiffres qui m'ont été donnés, et c'est un secteur qui est à parité en quelque sorte en matière d'émissions avec eh bien, l'agriculture ou encore avec l'industrie. Mais ça n'en est pas moins donc eh bien, l'un des principaux terrains d'action contre le changement climatique et en faveur de la transition énergétique. La France affiche évidemment des objectifs ambitieux dans son plan climat, qui fixe pour objectif au pays de réduire d'un facteur 4 les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050 par rapport au niveau de 1990. Alors comment cette stratégie nationale bas carbone se traduit-elle dans le secteur de la construction? Avec quels moyens? Avec quels outils aussi? Ou quels nouveaux matériaux peut-être? Eh bien, peut-on organiser cette transformation du secteur? On vous propose de mener ce premier tour d'horizon du sujet qui sera complété par d'autres rencontres qui interviendront courant janvier, où il sera également question plus spécifiquement des matériaux, plus spécifiquement encore du dilemme, j'allais dire, entre construire ou rénover. Eh bien, donc, ce tour d'horizon, on veut l'entreprendre avec 4 spécialistes qui vont nous aider à décortiquer l'objectif zéro carbone donc, ce soir. Alors, on va, pour une première table ronde, qui va nous occuper une vingtaine de minutes, eh bien, ouvrir la boîte noire, en quelque sorte, du bilan carbone du bâtiment, et pour comprendre ce qui se joue eh bien, dans les définitions et dans les façons, finalement, de mesurer l'impact. On va le faire avec eh bien, 2 intervenants que je vais proposer de me rejoindre. Donc, c'est Bruno Peuportier, de la chaire ParisTech d'éco-conception, si tu veux prendre place, et Mathieu Tamaillon, donc, de Saint-Théo. Et à l'issue de ce premier temps, eh bien, vous pourrez leur poser vos questions
avant d'engager donc une deuxième discussion avec deux praticiennes qui vont nous emmener sur le terrain et qui nous permettront d'approfondir encore un peu. Alors Mathieu, je vais commencer par vous. Mathieu Tamaillon, donc vous êtes le directeur général de Synthéo, donc qui est une entreprise d'ingénierie et de conseil qui est spécialiste de la performance énergétique et environnementale des bâtiments. Et c'est à vous qu'on a choisi donc, de donner le soin d'ouvrir cette première table ronde avec une question toute simple, en apparence. C'est qu'est-ce que c'est qu'un bâtiment bas carbone et qu'est-ce qu'on intègre finalement dans ce terme? Alors, c'est un sujet très vaste et loin d'être simple, que le secteur de l'immobilier est en train de découvrir et que Synthéo explore également avec plein d'autres acteurs. Alors, de quel périmètre parle-t-on? Quand on parle de bilan carbone d'un bâtiment, on s'intéresse aujourd'hui essentiellement au scope 1, 2 et 3 partiels. Alors, je vais rentrer un petit peu dans le détail de tout ça. On s'intéresse aux énergies qui sont consommées par le bâtiment et qui émettent du carbone directement sur le site du bâtiment, donc les chaudières au gaz, les chaudières au fioul. Ensuite, ça c'est le scope 1. Le scope 2, c'est toutes les émissions de carbone liées à la consommation d'énergie du bâtiment pour produire l'électricité. Donc c'est les émissions de carbone qui sont à l'extérieur du bâtiment. Et puis le scope 3, c'est les émissions de carbone de la fabrication des matériaux. Et c'est sur ce scope 3 qu'on restreint notre champ d'analyse quand on travaille sur un projet immobilier, puisque restent des champs non explorés ou non travaillés, qui sont les émissions de carbone, du fret, du transport, du transport des matériaux, enfin du matériel pour l'exploitation, et puis du transport des occupants, domicile-travail, travail-travail. Voilà. Alors, quand on regarde les émissions de carbone, on s'intéresse, pour simplifier, à des émissions de carbone par mètre carré. Je pense que Bruno le détaillera. Mais pour fixer des idées, aujourd'hui, un bâtiment de bureau construit dans les années 60 va émettre à peu près 3 tonnes de carbone par mètre carré et par an. Et là, c'est uniquement la part énergie, on va dire, du bâtiment pour le chauffer, le ventiler, le climatiser, l'éclairer. Ça représente à peu près 3 tonnes. Si on regarde les bâtiments neufs aujourd'hui, RT 2012, que ce soit quasiment du bâtiment de logement ou du bâtiment de bureau, les chiffres sont à peu près pareils, c'est 1,5 tonne, donc on a divisé par 2 par rapport aux bâtiments existants, donc on a fait un progrès énorme, la réglementation nous y permet. Est-ce que c'est suffisant? Malheureusement non, pas du tout. Donc vient le sujet des constructions bas carbone qui veulent aller plus loin que cette tonne 5. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est d'aller en dessous de la tonne de carbone par mètre carré et par an. Et c'est un vrai défi. Un vrai défi on va dire cette tonne ou cette tonne 5 se subdivise en 2 grandes catégories. Les émissions de carbone en construction, donc dans les matériaux, la production des matériaux, l'extraction de la matière, sa transformation, la fabrication du matériel par l'industrie, son transport, sa mise en œuvre, c'est à peu près 60% de ces émissions. Et puis pour la phase exploitation, c'est à peu près 40%. Quand on restreint l'analyse uniquement à la partie calcul réglementaire thermique. Donc le bâtiment bas carbone, c'est faire mieux que cette tonne 5, c'est être en conformité avec les objectifs de l'accord de Paris. Et donc ça demande de travailler et les matériaux et l'intégration de matériaux biosourcés, la réduction de la matière, etc. Il y a énormément de pistes. Et puis sur les phases d'exploitation, c'est réduire les consommations d'énergie et mettre en place des solutions de production d'énergie à faible impact carbone, soit sur site, soit en prenant des contrats d'énergie spécifiques auprès de producteurs d'énergie verte, par exemple. Alors le sujet essentiel, c'est finalement qui nous concentre aujourd'hui parce qu'il est extrêmement compliqué et qu'il n'est pas dans les mœurs par rapport au travail que nous menons sous l'impulsion des réglementations thermiques et des labels énergétiques, c'est la réduction de l'empreinte carbone
de la construction. Donc c'est l'empreinte carbone dans les matériaux, et ça demande de revoir de fond en comble la manière de concevoir le bâtiment avec bien l'utilisation de matériaux à usage ou à fonctionnalité équivalente, qui est un impact carbone plus faible. Donc on peut aller à des matériaux très peu carbonés, type le bois pour remplacer du béton, de l'acier ou de l'aluminium, ou des matériaux qui sont moins fortement émissifs en carbone. Voilà, on a aussi des options pour réduire sans diviser par 2 ou par 3 les émissions de carbone des matériaux. Et puis après, on ouvre aussi sur des économies de matériaux, voilà, des structures qui sont laissées plutôt brutes. Vous avez un exemple ici, à ma gauche, il n'y a pas de faux plafond. Ben voilà, on a économisé en carbone la structure de supportage du faux plafond et les dalles de faux plafond. C'est une économie, ça pèse pas beaucoup. C'est pas avec ça qu'on fait un bâtiment zéro carbone ou zéro net carbone, mais c'est par l'accumulation de ces petits gains qu'on arrive à faire des choses extrêmement ambitieuses et extrêmement performantes. Voilà. On ne peut rien laisser au hasard quand on veut faire un bâtiment bas carbone. Alors quand on veut faire un bâtiment net zéro carbone, là c'est le stade ultime, et aujourd'hui il y a très peu de bâtiments qui en sont en capacité de revendiquer ce zéro net carbone qui doit être en dessous des 500 kg, ce qui est extrêmement compliqué. Voilà. Ensuite, bien, il y a des sujets plus prospectifs dans le bas carbone qui touchent les économies d'usage ou l'économie de surface, la rentabilité des surfaces aussi, ou la maximisation de l'usage des surfaces. Un bâtiment de bureau, ça va être utilisé 5, 6, 7 heures par jour. Un logement, c'est à peu près pareil. Comment on arrive à augmenter l'intensité d'usage, c'est-à-dire que rentabiliser le carbone qu'on a émis, ou le carbone qu'on consomme pour chauffer, ventiler, climatiser un bâtiment ou l'éclairer, comment on rentabilise au maximum ce carbone émis pour éviter d'avoir des surfaces qui sont non utilisées. Un autre élément qui est important, pourquoi j'insiste sur la partie construction, parce qu'en fait, quand on construit un bâtiment, quand on fabrique un matériau, eh bien, c'est de l'énergie, c'est du carbone qu'on émet tout de suite. Et donc, c'est du carbone qui est relargué dans l'atmosphère maintenant. Et demain, on ne peut plus rien faire sur ce carbone. En tout cas, les technologies qu'on connaît ne permettent pas la captation du carbone. Donc, il est dans l'atmosphère. Il est là pour des dizaines de milliers d'années. Donc, c'est trop tard. Donc moins on en émet en la phase construction, et mieux c'est. Sur la phase d'exploitation, il faut faire ce travail de réduction, parce que les cycles de rénovation du bâtiment sont assez longs, mais on a encore un peu d'espoir de revenir en arrière ou d'améliorer le bâtiment. Et donc on peut retravailler les systèmes énergétiques, on peut faire des optimisations de consommation, s'appuyer sur des solutions d'innovation, soit en exploitation du bâtiment, soit sur des systèmes de production d'énergie ou de consommation d'énergie beaucoup plus efficaces d'un point de vue carbone. Merci Mathieu. Donc voilà une bonne entrée en matière que je voudrais donc inviter Bruno à compléter. Bruno, donc je le disais tout à l'heure, vous êtes directeur de recherche à Mines ParisTech. Vous dirigez notamment l'équipe éco-conception et thermique des bâtiments, et vous dirigez les travaux de la chaire ParisTech d'éco-conception des infrastructures et des ensembles bâtis. Et bien évidemment, j'ai envie d'entendre votre point de vue de chercheur et de savoir comment est-ce que vous analysez cette facture entre guillemets carbone du bâtiment. Merci, bonsoir. Donc effectivement, on travaille sur le bilan carbone, mais avec une préoccupation, c'est de ne pas remplacer un impact environnemental par un autre. C'est-à-dire que depuis, moi ça fait quand même maintenant pas mal d'années que je travaille sur ces questions d'énergie et d'environnement. Dans les années 70, c'était la chasse au gaspillage, on s'occupait uniquement de ressources énergétiques. Donc on a amélioré l'efficacité des systèmes en changeant de fluide de travail. Et puis on s'est rendu compte que ces fluides, ils portaient atteinte à la couche d'ozone. Et puis on les a remplacés par d'autres. Et puis ces autres, on s'aperçoit qu'ils portent atteinte au climat. Et à chaque fois, on remplace un problème par un autre. Et le risque avec le carbone, c'est de reproduire ce schéma, puisqu'on voit que beaucoup de solutions bas carbone, finalement, ont des impacts sur la santé. Si on remplace par exemple une chaudière à gaz par une chaufferie bois,
ce n'est pas évident que ce soit mieux pour la santé. Et donc il faut faire très attention. Si on remplace la voiture à diesel par une voiture électrique qui est alimentée par du nucléaire, est-ce que c'est mieux pour les générations futures qui vont avoir des déchets pendant des milliers d'années dont on ne sait pas trop quoi faire? Ce n'est pas forcément mieux. Donc il faut faire attention à ne pas remplacer une pollution à un endroit par une pollution à un autre endroit, une pollution à un moment par une pollution à un autre moment. On peut réduire la part des matériaux, mais si c'est pour polluer plus, parce qu'on a besoin de plus de chauffage, etc., ce n'est pas non plus l'idéal. Donc c'est pour ça que l'analyse de cycle de vie, alors c'est vrai que ça peut paraître un peu compliqué, mais on a développé des outils qui sont simples d'utilisation, que les bureaux d'études peuvent utiliser, et qui permettent d'aborder de manière un peu systémique ces aspects d'environnement et de ne pas se concentrer uniquement sur un aspect. Alors malgré tout, le climat, c'est très important parce que le climat a des impacts, bien entendu, sur la santé, sur la biodiversité. Donc c'est bien de s'en occuper, bien entendu. Mais attention à ne pas remplacer un impact par un autre. Donc on a effectivement différents indicateurs sur le climat, mais aussi sur la biodiversité, sur la santé humaine, sur les ressources. C'est un peu un tout qu'il faut analyser. Lorsqu'on analyse cet ensemble, la part des matériaux, finalement, dans le bilan n'est pas toujours aussi importante que ça. Ce qu'il faut bien voir, c'est que le plus gros du problème, ce n'est pas la construction neuve, c'est les bâtiments existants. La construction neuve, c'est seulement 1% chaque année du parc de bâtiments. Et donc, dans les bâtiments existants, les principales sources de pollution, c'est l'énergie que l'on consomme. Et même dans les bâtiments neufs d'aujourd'hui, si on inclut les déchets et les transports, les matériaux, ça représente 10% du carbone, 5% de l'énergie. Donc il faut relativiser et voir bien les priorités. Si on a un petit peu plus d'argent, ce n'est pas forcément dans les matériaux qu'il faut le mettre. Le gros problème, c'est un problème d'argent, de coûts de construction, de coûts de réhabilitation. Si on commence à dire il faut des innovations, et l'innovation coûte cher, moi je suis chercheur, donc ça me va bien, parce que c'est notre fonds de commerce à nous, de l'innovation, bien sûr. Mais sur le terrain, je vois que la principale difficulté, c'est pour un coût de construction qui est donné, le client il n'a pas plus d'argent, il n'aura pas plus d'argent. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour le climat? Et c'est un peu ça nos recherches aujourd'hui, c'est de faire de l'optimisation pour trouver la meilleure performance à un coût donné, par exemple. Ou lorsqu'on a un bâtiment existant, comment gérer l'énergie de la manière la plus efficace possible, comment se chauffer un peu plus l'après-midi pour éviter la pointe de 19h ou des choses comme ça. Ça, c'est très important parce que les pointes de demande d'électricité, c'est là qu'on va avoir besoin des centrales thermiques, d'importer de l'énergie et de produire du carbone. Donc tout ça, ça coûte peut-être moins cher que effectivement certains matériaux, parce que la construction en bois, ça coûte cher aussi. Mais c'est peut-être plus efficace pour protéger le climat et donc la santé et la biodiversité. Et puis il faut faire attention aussi au confort. C'est-à-dire que de toute façon, il y aura un changement climatique parce que visiblement, personne ne fait ce qu'il faut pour l'éviter. Et donc, construire léger, construire en bois, très bien pour les matériaux. Mais alors, pas d'inertie thermique, ça veut dire d'énormes variations de température et la possibilité de se rafraîchir un peu la nuit et de réduire les besoins de climatisation le lendemain. Donc c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte dans un bilan d'un bâtiment, dans le bilan d'une construction, et pas seulement de voir le petit bout de la lorgnette de l'indicateur CO2 par kilogramme de matériaux. Voilà. Donc ça c'est intéressant. Alors donc, pour lier un peu vos deux interventions, Mathieu, vous rappeliez que dans la construction, dans les dans le cycle de vie d'un bâtiment neuf en l'occurrence, eh bien effectivement le choix des matériaux ou la phase de construction pouvait peser lourd dans le bilan, 60% vous l'avez dit, la phase d'exploitation de l'ordre de 40%. Mais Bruno, vous faites bien de rappeler effectivement que le turnover de la construction est de l'ordre de 1% par an et que donc il y a certainement une forme d'urgence à intervenir également donc sur la partie rénovation ou disons optimisation des bâtiments existants.
Là-dessus, peut-être qu'on peut, Mathieu, vous demander quelques précisions. C'est-à-dire que, est-ce qu'on aborde finalement l'objectif de réduction de facteur 4, hein, rappelons-le, donc de la même manière, selon qu'on parle d'une construction neuve précisément, ou eh bien, d'un bâtiment existant? Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait qu'il va falloir concentrer les efforts, en quelque sorte, sur ce parc les chiffres rappelés par Bruno sont assez éloquents et il n'y a pas de doute là-dessus. C'est-à-dire que ce n'est pas en construisant des bâtiments net zéro carbone qu'on va résoudre le sujet et l'enjeu que nous avons devant nous. Avec un rythme de rénovation à 1%, c'est extrêmement compliqué et on n'a pas trop intérêt à l'accélérer parce que malgré tout, quoi qu'on construise, même un bâtiment zéro carbone émettra du carbone. Donc on n'a pas intérêt à accélérer ce taux de remplacement du parc existant par des bâtiments neufs. Donc le travail qu'on a à mener là-dessus, c'est effectivement de réduire l'impact carbone des bâtiments existants et d'aller réduire ces 3 tonnes dont je parlais tout à l'heure. Alors effectivement, il y a un périmètre qui doit être... Enfin, je dirais que pour rebondir sur ce que disait Bruno, il y a, chacun a des efforts à faire sur le sujet du carbone. Effectivement, sur la partie exploitation, il y a énormément de choses à faire. Mais quand on s'adresse à un promoteur, voire même à une foncière, la partie exploitation, c'est-à-dire l'impact carbone ou de l'occupant est quelque chose qui est difficile à travailler. C'est pas impossible, hein, mais c'est compliqué. Et donc, eh bien, à chacun son périmètre de responsabilité et à chacun de faire un effort et un effort conséquent sur le sujet du carbone. Donc, quand on regarde le travail sur l'aspect bâtimentaire uniquement, de la responsabilité d'un promoteur donc et de son équipe de maîtrise d'œuvre ou d'une foncière qui gère un parc, un patrimoine immobilier, il y a effectivement des efforts tout à fait conséquents et qui pèsent dans le bilan carbone à l'échelle de leur périmètre de responsabilité et pas aussi de façon complète. C'est pour ces sociétés-là que moi j'interviens, que ma société intervient en particulier. Donc c'est effectivement un domaine restreint qui présente énormément de leviers. Sur les bâtiments en exploitation, on a énormément de choses pour gagner en efficacité énergétique et en efficacité carbone. La réduction de l'intensité carbone du parc existant est quelque chose de tout à fait possible. Ça peut se faire par des gros programmes de rénovation, mais ça se fait aussi par des choses extrêmement simples, de consommer la bonne énergie, de la consommer en juste quantité. Donc la réduction des consommations d'énergie d'un bâtiment existant, c'est un puits d'économie de carbone qui est absolument phénoménal. Chaque kilowattheure économisé, c'est du carbone en moins. La gestion de la pointe et l'adéquation de la consommation d'énergie avec la production d'énergie renouvelable est extrêmement important, parce que la pointe, le mentionnait Bruno, en énergie en France, comme partout, est extrêmement carbonée. On fait appel à l'énergie fossile pour traiter la pointe. Donc le déphasage énergétique, le délestage, le micro-délestage, ça c'est des pistes qui sont extrêmement intéressantes et qui peuvent être mises en place dans des bâtiments en exploitation. Alors on n'est qu'au titre expérimental pour l'instant, donc on n'est pas sur de la généralisation, mais réduire la pointe d'énergie, c'est extrêmement intéressant. J'avais entendu à la radio il y a quelque temps que si les Britanniques faisaient chauffer le matin la juste quantité d'eau dans leur bouilloire électrique, la Grande-Bretagne économiserait une tranche nucléaire. Donc c'est pas négligeable. Voilà. Donc moi depuis je fais chauffer la juste quantité d'eau, mais si tout le monde s'y met, voilà un exemple concret de délestage de la consommation d'énergie. Après, il y a tout le travail de rénovation énergétique et effectivement, aller dans ces 3 tonnes, ça passe par de l'isolation de l'enveloppe, du traitement de l'étanchéité de l'enveloppe, pas forcément par des matériaux qui sont bas carbone. On peut avoir une très grande efficacité. Maintenant, si on veut aller très loin dans la démarche, de la gestion d'une rénovation énergétique bas carbone, eh bien c'est un travail sur les sources d'énergie, sur les matériaux qu'on emploie aussi pour améliorer la performance énergétique de l'enveloppe. Et ça, c'est des pistes qui sont extrêmement intéressantes, même si elles pèsent peu dans le bilan global du bâtiment, à l'échelle du promoteur
et de la foncière, et pour déclencher des actions auprès des occupants, c'est extrêmement significatif. Chacun fait de l'effort, et quand on mène un effort soi-même, on peut en demander aux autres. Après, on peut aller plus loin dans le bas carbone. Quand on fait des rénovations lourdes, eh bien c'est la question de la quantité de matériaux qu'on ôte du bâtiment. Curer un bâtiment complètement, déconstruire, démolir, tout ça c'est des méthodes et des termes qu'il va falloir qu'on apprenne à utiliser de façon un peu moins systématique. Et donc, eh bien, rénover au juste besoin, savoir conserver un maximum d'équipements, savoir faire un peu moins, se satisfaire du bâtiment tel qu'il est, plutôt que de le curer complètement et de garder uniquement le squelette et de refaire un bâtiment totalement neuf en façade, en lots architecturaux et en lots techniques. Et puis après, quand on parle de démolition, ben, aujourd'hui, le bâtiment, c'est 40 millions de tonnes de déchets par an en France. C'est juste énorme. Les déchets ménagers, c'est seulement 10 millions. Alors là-dedans, il y a énormément de terre, il y a énormément de déchets de grosses œuvres, mais il y a aussi énormément de déchets de seconde œuvre qui sont très peu recyclés. Ne parlons même pas du réemploi. Et tout ça, ben, c'est de la matière qu'on va aller extraire du milieu naturel, alors qu'on pourrait augmenter sa valeur en économie circulaire. Donc le réemploi, la recyclabilité des matériaux, tout ça, ce sont des pistes aussi sur les bâtiments existants et qui sont extrêmement intéressants et qui mobilisent aujourd'hui évidemment des entreprises ou des architectes quand on parle de rénovation lourde, mais aussi des entreprises d'exploitation qui eh bien, font des travaux de maintenance, d'entretien des bâtiments et qui se retrouvent avec des ampoules qui n'ont pas forcément fini leur durée de vie, des moquettes qu'on est obligé de changer, des petits travaux qui peuvent faire l'objet du diffus, qui peuvent faire rentrer dans une chaîne de réemploi et de recyclage qui peut avoir un impact dans la réduction de l'empreinte carbone de ces bâtiments d'exploitation. Merci. Et peut-être, juste pour finir ce premier tour de table avec Bruno, et avant de vous donner la parole pour les questions, un mot aussi de la façon dont vos chercheurs à ParisTech, et en particulier dans le cadre de cette chaire d'éco-conception, abordent finalement le sujet. Oui, alors la recherche est essentiellement structurée autour des thèses. C'est-à-dire une thèse, ça dure 3 ans. Et donc le chercheur est amené à approfondir un sujet. Donc j'ai cité l'optimisation, j'ai cité les stratégies de gestion optimales. Il y a aussi les aspects de santé et de qualité de l'air qui vont nous intéresser. Et puis les aspects de confort en lien avec aussi éventuellement les capteurs connectés. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de technologies qui permettent de mesurer ce qui se passe dans un bâtiment, en termes de consommation, en termes de température, en termes de concentration en polluants, etc. Et ça permet aussi de progresser vers ce qu'on appelle la garantie de performance, parce que bon, bien souvent les gens se contentent de vérifier que leur bâtiment est réglementaire, bon, avec un calcul où on suppose qu'il fait 16 degrés dans la journée dans des logements, 19 degrés le soir et la nuit. Je ne suis pas sûr que ce soit très représentatif de ce qui va vraiment se passer dans les bâtiments. Et donc un des enjeux, c'est peut-être d'arrêter de raconter des choses sur la performance des bâtiments avec des calculs un petit peu conventionnels, on va dire, et de vraiment... Il y a de plus en plus de maîtres d'ouvrage qui demandent ça et qui progressent vers cette garantie de performance. Alors effectivement, ça peut paraître comme une contrainte, quelque chose de difficile à faire par les entreprises. Ce qu'il faut voir, c'est que cette garantie, elle permet aux gens, aux clients de dire ben voilà, j'ai une garantie de performance, je suis assuré de faire des économies d'énergie, parce que sinon c'est l'entreprise qui paye les pénalités. Mais donc, du coup, je peux rembourser mon prêt davantage pour faire une rénovation de qualité, pour faire une construction neuve de meilleure qualité. Et donc, c'est aussi quelque chose de positif en termes de chiffre d'affaires. Donc, c'est peut-être à étudier sous un angle. Il y a du négatif, mais il y a aussi du positif pour les entreprises.
Et en tout cas, bon, nous, c'est des recherches qu'on nous demande de faire pour mesurer la performance réelle d'un bâtiment et aller au-delà des calculs un peu conventionnels, mais de s'approcher au mieux de la réalité avant la construction ou la rénovation d'un bâtiment. Et puis ensuite, eh bien, garantir et vérifier que la performance est bien au rendez-vous. Et ça ne veut pas dire garantir une consommation. Parce que, effectivement, si la personne se chauffe à 23 degrés alors qu'on avait fait un calcul à 20 degrés, ce n'est pas de la faute de l'entreprise, c'est de la faute de la personne. Donc il faut bien évaluer les responsabilités. Par contre, s'il y a des ponts thermiques ou des fuites d'air, là, ce n'est pas la faute de l'usager. Donc il faut distinguer les responsabilités de chacun si on veut vraiment progresser ensemble vers cette protection du climat et d'autres aspects de l'environnement. Et donc ça, c'est un peu compliqué parce que il faut effectivement mesurer ce qui se passe dans le bâtiment, interpréter s'il y a un dépassement de facture par rapport à ce qu'on avait prévu, eh bien, quelles sont les responsabilités? Est-ce que c'est parce que la personne s'est chauffée trop ou est-ce que c'est parce qu'il y a peut-être quelque chose à améliorer dans la qualité de la réalisation? Donc c'est un peu tout ça qui nous occupe aussi en ce moment. Merci Bruno, merci Mathieu. Je vous avais promis donc de vous donner la possibilité de poser quelques questions si vous le souhaitez à la fin de ce premier échange. Donc c'est à vous. À moins que tout soit si clair. Pour ne pas en rester là, je vais quand même vous poser une petite question. Mathieu, vous avez commencé à évoquer la question je dirais, de la part de l'économie circulaire, en fait, qui s'inscrit un peu en prolongation justement de cette question-là, question environnementale au sens le plus large, mais c'est aussi l'un des outils finalement de la réduction de l'empreinte carbone des bâtiments. Quelle est aujourd'hui la part qu'on peut recycler finalement dans un bâtiment, qu'il s'agisse sur un projet de rénovation, et quels vous semblent être les principaux espaces, disons, ou les principales opportunités d'amélioration, justement. Et peut-être, Bruno, si vous avez des éléments là-dessus, n'hésitez pas, bien sûr. Alors, l'économie circulaire, je pense que c'est le terme à la mode sur cette fin d'année 2018. Tout le monde en parle, et c'est tant mieux, parce que c'est probablement une très bonne idée. Aujourd'hui, on est dans une découverte du sujet, et on a quelques bâtiments pilotes, c'est sympathique. On est fiers d'avoir mis du parquet ou un peu de faux plancher en réemploi. On est très très loin de ce qu'on est capable d'intégrer dans le bâtiment. Je pense que la majorité d'entre nous n'a pas encore compris que l'ère de l'abondance était terminée, et qu'on avait un gisement de matière et d'énergie dans tout ce que nous considérions comme un déchet. Et ça, une fois que la majorité aura compris que c'est quelque chose que le déchet est quelque chose qui a de la valeur, sa valorisation, c'est aussi matière ou énergétique, mais sa valorisation complète est probablement une planche de salut extrêmement intéressante pour réduire notre empreinte sur les milieux naturels, parce que on consomme du sable, on consomme de l'aluminium, etc. Enfin, je ne vais pas faire la liste, mais aujourd'hui on est en tension sur ces matériaux primaires. Et puis on est à un degré d'acceptabilité de la destruction des espaces naturels pour aller les chercher qui est atteint. Donc on a un champ d'expérimentation qui est extrêmement intéressant. Maintenant, je ne pense pas que ça nous sauve non plus sur la réduction de l'empreinte carbone des bâtiments. Je pense qu'une des pistes extrêmement intéressantes, c'est la frugalité, c'est-à-dire se poser la question de pourquoi on met ce matériau, pourquoi on veut cette consommation d'énergie, est-ce qu'on a besoin de tel niveau de qualité architecturale, de finition, de performance. On a toute
toute la notion du confort aussi, qu'il faut aussi questionner. Je pense que c'est extrêmement important. On fait des bâtiments pour y vivre, pour y travailler. On a besoin de s'y sentir bien. Est-ce que la surabondance de matière et la consommation de carbone y participent? C'est pas certain. En tout cas, je pense que ça demande un petit peu à re-questionner. Il y a énormément, pour revenir sur l'économie circulaire, en tout cas d'initiatives aujourd'hui qui sont poussées par des maîtres d'ouvrage. C'est bouillonnant et c'est extrêmement intéressant. Pour l'avoir tenté sur un certain nombre d'opérations, c'est extrêmement compliqué. Et avant de dire que ça contribuera de façon manifeste à la baisse de l'empreinte carbone d'un bâtiment, il va s'écouler encore plusieurs années. Mais je dirais que ça bénéficie du chemin tracé par toutes les réflexions sur les bâtiments bas carbone, et on sent que ça se développe à une vitesse extrêmement prometteuse. Merci. Oui, bon, c'est vrai que quand on parle d'économie circulaire, on voit tout de suite l'aspect matériaux. Il y a un matériau disponible sur un chantier et qu'on va pouvoir réemployer, réutiliser sur un autre chantier. On pense parfois moins à l'énergie, et pourtant il y a aussi de l'économie circulaire de l'énergie entre une chaleur un peu en surplus dans un bâtiment pour un usage et des besoins de chaleur pas très loin. C'est aussi le cas pour l'électricité, puisque on peut produire de l'électricité et la revendre pas très loin. On parle d'autoconsommation collective maintenant, c'est-à-dire que c'est un peu un sujet un peu franco-français, cette espèce de dérive sémantique. On parle de bâtiments à énergie positive alors qu'ils consomment 100 kWh par mètre carré et qu'on n'est pas du tout dans le positif. Zéro carbone alors qu'on sait très bien que de toute façon c'est physiquement pas possible. Autoconsommation, en fait, on sait très bien aussi que il y aura toujours des besoins d'énergie pas très loin dans l'état actuel des choses, et qu'on a intérêt, si on construit un bâtiment neuf dans un quartier avec plein de bâtiments existants, on a intérêt à produire de l'énergie renouvelable et qu'on arrivera à la vendre pas très loin de son bâtiment. Donc c'est des pistes qu'il faut aussi creuser en termes d'économie circulaire et pas penser uniquement aux matériaux. Parce qu'encore une fois, au niveau du bilan carbone, ça peut être intéressant. Merci. Je me tourne à nouveau vers la salle. Pas d'autres questions. Alors on va vous applaudir, vous remercier de votre intervention. Et passer maintenant aux travaux pratiques, puisque à présent que les principaux enjeux, disons, ont été cernés au cours de cet échange, eh bien, on va essayer de s'intéresser dans une deuxième table ronde aux méthodes et aux solutions qui sont employées donc, et déployées sur le terrain. Alors avec Lucie Rémire de Vinci Construction France et Raphaël Vert de Rêve de Scènes Urbaines. Alors, on va commencer avec Lucie, c'est ce qui était convenu. Donc Lucie Rémire, vous êtes ingénieure en performance durable chez Vinci Construction France, et vous êtes une spécialiste donc, des outils en particulier et des méthodes de calcul des bilans carbone des projets de construction. Alors la première, pour en venir, je dirais, pour venir au terrain et pour évoquer peut-être un sujet qui a été assez peu évoqué, qui est celui des normes en fait, et de la réglementation. J'ai envie de vous entendre pour savoir finalement comment l'impératif de réduction, le facteur 4, l'impératif de réduction donc, des émissions du bâtiment se sont traduits dans la réglementation française au cours des dernières années. Bonsoir tout le monde. Alors, il y a eu une première loi en août 2015, la loi de transition énergétique pour la croissance verte, LTECV, qui a demandé à ce que l'on prenne en compte les émissions de gaz à effet de serre des bâtiments dans une future réglementation thermique d'ici 2020. Donc c'est pour ça qu'on est en train de mettre en place une nouvelle réglementation thermique et environnementale, l'ARE 2020. Donc pour cela, le gouvernement a lancé en 2017 l'expérimentation énergie positive et réduction carbone, E+C-, qui est un premier jet, un test de la future RE 2020. Donc l'expérimentation E+C-, elle demande de prendre en compte les consommations d'énergie, tout usage du bâtiment, donc les 5 usages réglementaires, donc chauffage, ventilation, climatisation, éclairage et eau chaude sanitaire, mais également les autres usages, donc tout ce qui est éclairage des parkings,
ascenseurs ou encore appareils électroménagers. L'expérimentation E+C- demande également de prendre en compte les émissions de gaz à effet de serre du bâtiment. Donc aussi bien les émissions relatives aux produits de construction et équipements, donc c'est tous les matériaux qui sont mis en œuvre dans le bâtiment, mais aussi les émissions relatives à la phase chantier, aux consommations et rejets d'eau et aux consommations d'énergie. Donc l'expérimentation E+C- demande d'évaluer à la fois la performance énergétique et environnementale du bâtiment, ce qui est la grande nouveauté. Et donc cette expérimentation s'appuie sur les retours d'expérience des maîtres d'ouvrage. Et donc pour cela, les maîtres d'ouvrage qui souhaitent apporter leur pierre à l'édifice peuvent saisir sur le site de l'Observatoire de l'expérimentation E+C- les données environnementales, économiques et énergétiques de leur bâtiment. Et grâce à ces retours d'expérience, on va pouvoir donc s'appuyer dessus pour pouvoir rédiger la future RE 2020. Donc il faut savoir que l'expérimentation E+C- ne demande pas d'atteindre des niveaux de performance, puisque en effet l'expérimentation définit alors 4 niveaux de performance pour l'énergie, donc niveau de 1 à 4, sachant que le niveau 4 correspond aux bâtiments dits à énergie positive, c'est-à-dire qu'ils produisent plus ou autant d'énergie qu'ils n'en consomment. Pour le carbone, nous avons 2 niveaux de performance possibles, avec le niveau carbone 2 qui nécessite vraiment des efforts à faire sur la réduction carbone du bâtiment. Donc l'expérimentation E+C- ne demande pas d'atteindre des niveaux de performance. On teste et on donne nos résultats sur l'observatoire. Il faut savoir qu'il existe également un label d'État, le label E+C-, qui lui donc demande l'évaluation énergétique et environnementale du bâtiment tel que défini dans l'expérimentation E+C-. Mais la différence avec l'expérimentation, c'est que le label demande d'atteindre à minima le niveau énergie 1 et carbone 1. Mais du coup, que je comprenne bien, quels sont les niveaux finalement standards qui sont appliqués maintenant? Est-ce qu'on voit, je dirais, le cahier des charges élémentaire, basique, plus exigeant aujourd'hui dans la construction, mettons, qu'il ne l'était encore? Donc est-ce que l'expérimentation conduit-elle également des changements dans les procédés, dans les techniques? Alors oui, donc la première nouveauté de l'expérimentation E+C- et donc de la future RE 2020, c'est dans un premier temps, comme j'ai dit, la prise en compte des consommations d'énergie tout usage, donc les 5 usages réglementaires thermiques et les autres usages. Ça, c'est vraiment la première nouveauté. La deuxième nouveauté, donc ça concerne plus le carbone, c'est qu'il faut donc calculer les émissions de gaz à effet de serre du bâtiment, et pour cela, il faut effectuer une analyse de cycle de vie. L'ACV, c'est une méthode normalisée qui permet de calculer l'impact d'un bâtiment sur son environnement le long de son cycle de vie, donc de l'extraction des matières premières nécessaires à la fabrication des matériaux du bâtiment à sa fin de vie. L'ACV prend en compte également les étapes intermédiaires de construction du bâtiment et d'utilisation du bâtiment. Et donc pour cela, on va associer à chaque matériau du bâtiment une donnée environnementale. Et donc là, ça implique une troisième nouveauté qui est de prescrire des produits, de choisir vraiment les produits qui vont être mis en œuvre dans le bâtiment dès la conception. Puisqu'en effet, on va devoir s'engager dès la conception sur les performances environnementales du bâtiment, donc c'est-à-dire sur ses émissions de gaz à effet de serre. Or, pour cela, on a besoin de savoir exactement quels sont les matériaux qui vont être mis en œuvre pour pouvoir donner un chiffre carbone. Et donc, il va savoir vraiment donc, s'intéresser, en plus du coût du matériau, mais aussi de son aspect architectural, à vraiment la partie carbone, quel est son impact carbone. Vous nous avez dit que vous aviez des outils de calcul, d'évaluation, qui étaient aujourd'hui en place et que vous employez sur les chantiers, ou en conception d'ailleurs. Oui, alors donc j'ai préparé une petite slide. Voilà, c'est bon. Donc vous avez sur le bandeau jaune les différentes étapes d'un projet. Donc avec la future RE 2020, il va falloir prendre en compte les émissions de gaz à effet de serre de la conception à l'exécution du projet. Donc pour cela, il existe plusieurs outils. Une fois que le dossier de consultation des entreprises est disponible, on peut calculer les émissions de gaz à effet de serre du bâtiment avec divers logiciels, tels que par exemple Elodie du CSTB,
puisqu'on a le DPGF ainsi que l'étude RT 2012 disponible. Donc le DPGF, en fait, c'est quoi? C'est l'inventaire de tous les matériaux qui sont mis en œuvre dans le bâtiment. Donc avec ça, on pourra faire une ACV complète. En amont, après les phases d'avant-projet, on peut estimer les émissions de gaz à effet de serre du bâtiment avec des logiciels tels que Pléiade ACV d'Isuba Energy, puisque les plans sont disponibles, ainsi qu'une étude RT 2012 partielle, et qu'on a à peu près une idée des produits de construction et équipements qui vont être mis en œuvre dans le bâtiment. Tout en amont, donc vraiment au tout début de la conception, on a très peu de données sur le projet, on ne sait pas vraiment quel matériau on va mettre, on ne sait pas même quel vecteur énergétique choisir. Donc pour cela, on a un outil qui est disponible, Viscab, qui est développé par Combo Solutions, qui en fait, il suffit de saisir la volumétrie du bâtiment, et avec cela, on va pouvoir jouer sur différents paramètres, tels que les revêtements de sol, le pourcentage de vitrage ou encore le matériau de façade. Et donc en choisissant différents paramètres, l'outil va donner une estimation des émissions de CO2 du bâtiment. Et la demande aujourd'hui, j'allais dire, des maîtres d'ouvrage, quand ils s'adressent finalement à une entreprise comme la vôtre, comment est-ce qu'elle s'exprime et comment est-ce que vous les mettez finalement en face de ces calculateurs-là? Comment est-ce qu'eux-mêmes peuvent se les approprier? Donc j'ai oublié de préciser quelque chose, c'est que donc nous on a mon service, le pôle performance durable, on a développé un outil interne qui est utilisable par tout le monde en fait, on le veut assez simple, donc qui pourra même être utilisé par les maîtres d'ouvrage, que voici, qui donc en fait permet d'estimer les émissions de gaz à effet de serre du projet à partir de peu d'informations. Donc, je vais vous montrer comment il fonctionne. L'outil est décomposé en plusieurs onglets. Dans le premier onglet, saisie, il faut préciser des données générales du projet, telles que la zone climatique, l'usage du bâtiment, donc bureau, école, logement collectif, ou encore la surface de plancher et le nombre de logements. Il faut ensuite préciser la présence d'ascenseurs, le nombre de places de parking en surface ou en souterrain. Et avec ces informations, l'outil calcule les seuils de consommation d'énergie à ne pas dépasser pour les 4 niveaux énergie et les seuils d'émissions de gaz à effet de serre à ne pas dépasser pour les 2 niveaux carbone. On a ensuite donc un onglet estimation énergie où donc ici il suffit de saisir les données disponibles dans votre étude RT, donc c'est à savoir les consommations d'énergie primaire des 5 usages ainsi que leur vecteur énergétique. Et avec ces informations, l'outil estime le bilan BPOS de votre projet. Alors le bilan BPOS, c'est quoi? Donc c'est un indicateur qui a été défini par l'expérimentation E plus C-, et c'est égal à la différence entre la consommation d'énergie primaire non renouvelable du bâtiment et sa production locale d'électricité. Donc c'est vrai qu'il faut également préciser la surface de panneaux photovoltaïques installés. Et donc l'outil indique le bilan BPOS de votre projet et précise quel niveau énergie pourra être atteint. Enfin, vous avez un onglet estimation carbone où il faut préciser des données relatives à la conception, donc le type de structure, de fondation, de couverture ou encore de revêtement de sol. Et avec ces informations, l'outil va vous donner une estimation des émissions de CO2 du bâtiment sous la forme d'un intervalle. Alors, je m'explique. Pour chaque projet que nous avons étudié pour pouvoir créer cet outil, nous avons fait 2 types d'ACV. Donc on a fait une première modélisation avec ce que l'on appelle des FDES. Les FDES, ce sont des données environnementales qui sont produites par les industriels et qui sont ainsi donc proches de la réalité. Et nous avons fait une seconde simulation avec des MDEGD, qui sont des données environnementales par défaut produites par le ministère, qui s'appliquent à tous les produits. Et donc pourquoi cette seconde modélisation avec que de données par défaut? C'est parce qu'en conception, comme le choix des produits est rarement fixé, on doit utiliser dans ces cas-là des données par défaut. Donc l'outil vous donne un intervalle d'émissions de gaz à effet de serre, et on a également après donc un détail des émissions de CO2 par lot, ce qui nous permet d'identifier quels sont les lots les plus émissifs en gaz à effet de serre et donc sur quel poste il faut agir en priorité pour réduire ces émissions. Voilà.
Et ça, c'est un outil qui est utilisé en phase de conception entre le constructeur, j'imagine l'architecte, le bureau d'études, et le client ou le maître d'ouvrage lui-même. Oui, alors donc cet outil, c'est vraiment un outil d'aide à la conception. Donc vous l'avez vu, il suffit de renseigner quelques informations pour pouvoir avoir une estimation des émissions de gaz à effet de serre. On peut également donc jouer sur différents types de matériaux de façade ou de revêtement de sol pour pouvoir modifier ainsi l'impact carbone du bâtiment et donc avoir ainsi une aide pour choisir le type de structure, de toiture, etc. Et donc oui, il est très simple d'utilisation comme vous avez pu le voir et donc ça permet, lors de réponse à l'appel d'offres, à affiner nos choix pour atteindre les performances carbone qui ont été demandées. Merci. Je vais me tourner maintenant vers Raphaël. Raphaël Vert, donc, eh bien, pour parler cette fois-ci de réalisations concrètes, et qui peut-être d'ailleurs emploient ce genre de calculateur, certainement, et des projets architecturaux finalement qui résultent de ce genre de processus d'études et de calcul. Donc, vous êtes chargé de mission au sein du démonstrateur urbain Rêve de scène urbaine, dont il va falloir nous expliquer de quoi il s'agit d'abord peut-être, pour que nous comprenions bien comment est-ce que vous, vous penchez sur l'enjeu climatique dans ce démonstrateur qui est situé sur le territoire de Plaine Commune. Merci beaucoup. Donc oui, pour comprendre le cadre dans lequel se développent les projets dont je vais parler, peut-être un petit rappel de ce que c'est qu'un démonstrateur industriel pour la ville durable. Donc en fait, un démonstrateur industriel pour la ville durable, c'est un site pilote lauréat d'un appel à projet lancé par l'État fin 2015. Et l'État avait 3 objectifs en lançant cet appel à projet. Le premier, c'était de faire monter en compétence l'ensemble de la filière économique qui intervient sur la ville. Donc, on entend par là les constructeurs, les bureaux d'études, les architectes, mais également les exploitants, donc les exploitants de services urbains comme les déchets, les transports, l'eau, etc. Donc, de faire monter en compétence toute cette filière sur le domaine de la durabilité de la ville et pour innover et améliorer la qualité environnementale des villes. Le deuxième objectif, c'était dans ce processus d'innovation, de faire remonter à l'État les verrous réglementaires ou de processus qui existent quand on essaye de faire un projet innovant. Et le troisième objectif de l'État, c'était de constituer des vitrines grandeur nature sur ces sites pilotes, donc de faire des projets qui soient à la pointe de l'innovation en matière de durabilité et qui servent donc de lieu d'accueil pour des délégations étrangères. L'objectif étant de gagner des parts à l'export aussi, il y a un objectif commercial derrière, pour que l'ensemble des acteurs de l'urbain réexportent leur savoir-faire. Donc ça, c'était les trois objectifs de l'État. Et donc, un démonstrateur industriel pour la ville durable, finalement, c'est un site où les industriels sont invités à démontrer leur savoir-faire. Voilà. En l'occurrence, donc c'est un consortium d'industriels qui se sont installés à Plaine Commune. Tout à fait. Plaine Commune, c'est Saint-Denis. Oui, alors exactement. Donc, Rêve de scène urbaine, c'est l'un des démonstrateurs industriels pour la ville durable. Et il y en a 21 en France. Donc, Rêve de scène urbaine, c'est la réponse au départ de Vinci, Veolia et Artelia, qui ont répondu à l'État et qui ont dit, pour gérer ce projet, comme on veut être à plusieurs, on va créer une association qui sera ouverte à l'ensemble des acteurs de la ville qui le souhaitent. Donc aujourd'hui, cette association existe depuis 2 ans. Elle compte 70 adhérents, donc majoritairement des entreprises, mais aussi quelques académiques. Et le fonctionnement de cette association, pour animer ce démonstrateur, c'est en gros, on collecte des idées auprès des adhérents, le plus collaborative possible. Donc il faut au moins qu'il y ait 2 acteurs, 2 entités économiques différentes sur un projet. Il faut que ce soit innovant. Et ces idées-là, on les propose aux territoires partenaires, donc en l'occurrence Plaine Commune, effectivement, qui choisit les projets qui répondent le mieux à ces axes stratégiques de développement. Est-ce que c'est à peu près clair ? Oui, mais est-ce que ça veut dire que du coup, Saint-Denis, je ne sais pas, il y a la Courneuve oui, alors, à Plaine Commune, donc c'est un établissement public territorial, donc ça veut dire c'est un regroupement de communes qui est au nord de Paris. Dedans, il y a Saint-Denis, La Courneuve, Aubervilliers, Saint-Ouen pour les 4 plus grosses. Il y a 5 autres villes que sont Stein, l'île Saint-Denis, Villetaneuse, Épinay-sur-Seine et j'ai oublié la dernière.
Je ne sais plus ce que j'ai dit, bref. Mais vous êtes en train de construire un village de la ville durable, alors? Et alors, en fait, donc Pleine Commune, alors comment ça fonctionne? C'est qu'on propose des idées, Pleine Commune nous dit, ne me faites pas un système, parce que le système, c'est moi qui le gère, c'est moi le territoire, et les choses stratégiques, c'est elle qui le fait. Donc on ne fait pas des schémas directeurs. Par contre, on propose des solutions technologiques, industrielles. Je pourrais donner des exemples peut-être après spécifiques sur le bas carbone. Et c'est la collectivité qui va identifier les projets qu'elle peut intégrer à son schéma stratégique. Et donc elle va nous pousser à développer. Voilà. Donc après, pour entrer dans le détail, il y a une phase d'idées, elle choisit. Sur ces idées-là, on développe l'idée pour voir ce qui est vraiment faisable, viable, économiquement, juridiquement, si on trouve le foncier, les partenaires, etc. Et ensuite, on revalide avec Pleine Commune qu'on répond bien à leurs attentes. Et à ce moment-là, on passe en phase de montage. Et d'ailleurs, c'est principalement du montage privé. Et est-ce que vous pourriez du coup nous parler de quelques projets qui aborderaient spécifiquement la question justement de la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans la construction? Alors, il faut savoir que Pleine Commune, donc les idées proviennent des industriels, mais Pleine Commune a fixé des critères de choix. Donc on sait que si on propose des choses qui ne sont pas du tout dans ces critères, on n'a aucune chance de se développer sur ce territoire. Et les critères, en gros, elle les résume dans un mot, c'est la sobriété. Donc c'est la sobriété d'abord en coût. On a parlé du prix tout à l'heure de l'innovation, et effectivement, Pleine Commune nous dit on n'a pas des moyens illimités, ni à l'investissement, ni à l'exploitation. En énergie, en carbone et en matériaux. Et donc tout ça se recoupe puisqu'on a beaucoup parlé de l'empreinte carbone, de l'énergie et des matériaux dans une moindre mesure. Voilà, donc c'est la sobriété. Donc du coup, tous les projets sont censés répondre à ces critères-là. Il y a d'autres critères aussi comme le développement de l'emploi, mais ce n'est pas le sujet ici. Donc pour quelques exemples, il y a des exemples et des projets portés par des porteurs de projets sur des bâtiments neufs, effectivement, qui sont bas carbone. Par exemple, Vinci Énergie a proposé une technologie de dalle active aérolique, c'est-à-dire que c'est une dalle en béton et on utilise l'inertie du béton pour rafraîchir ou chauffer le bâtiment, ce qui permet de réduire l'appel à la climatisation ou au chauffage. Donc ça, c'est un exemple sur du bâtiment neuf pour réduire les consommations énergétiques et donc l'empreinte carbone. Il y a un autre projet qui s'appelle l'enveloppe intelligente, qui est porté par une PME qui s'appelle Ecoxia. C'est même une jeune entreprise innovante, ils sont 3 et ils sont labellisés comme ça. Et donc ils ont inventé un processus constructif qui est un macro-lot de l'enveloppe du bâtiment qui permet de garantir la performance énergétique du bâtiment parce qu'ils préfabriquent l'ensemble et ils se portent garant de la performance de l'enveloppe du bâtiment. Qui vient se poser donc sur les façades et sur les façades, c'est les façades et la toiture et peut-être bien le sol aussi, mais j'ai un doute. Voilà. Et c'est une technologie qui a déjà été déployée donc sur. Alors, en fait, c'est que des projets qui sont en développement. En développement. Voilà. Là, on en est à la phase où ils ont été validés par le territoire et on lance la phase de montage. Après, si on a une vision un peu plus large, pas seulement sur les bâtiments neufs, mais sur l'empreinte carbone où le bâtiment s'intègre en fait dans ce que Pleine Commune appelle le métabolisme urbain, qui est un autre terme pour l'économie circulaire, mais où en fait ils voient leur ville comme un organisme vivant, donc avec des flux entrants, des flux sortants, une activité de transformation au milieu. Il y a effectivement toute cette problématique des déchets de chantier qui est mise en œuvre. Donc il y a 2 projets qui sont en développement. Il y a le projet de Cycle Up, qui est une émanation de la Caisse des dépôts, qui est une plateforme numérique de mise en relation entre des gens qui déconstruisent un bâtiment et des gens qui en construisent un, pour le réemploi de matériaux de seconde œuvre, spécifiquement. Alors, l'intérêt pour eux d'être dans le démonstrateur pour la ville durable, d'abord, c'est qu'ils peuvent tester leur plateforme sur un véritable projet de déconstruction-reconstruction, donc pour voir et donc tester à quel moment le constructeur peut mettre en ligne son besoin de matériaux, à quel moment le déconstructeur peut mettre en ligne les matériaux qu'il va déconstruire. Et par ailleurs, ils vont faire appel à l'État aussi, qui travaille sur ces questions, parce qu'il y a toute une réflexion sur le statut de déchet. Parce qu'aujourd'hui, dès qu'un matériau sort de l'enceinte du chantier, il est considéré comme un déchet. Et donc, en termes de réemploi, ça pose des questions d'assurance, enfin, plein de choses. Donc l'État se penche aussi sur cette question pour voir si on peut, comment est-ce qu'on peut faciliter le réemploi. Est-ce qu'on peut autoriser des zones tampons où on stockerait les matériaux de réemploi avant de les réutiliser. Enfin, voilà. Ce genre de choses qui sont des projets de prospective, ce ne sont pas des solutions qui existent déjà,
mais qui demande beaucoup de travail pour aligner les planètes et faire en sorte que ça fonctionne. Il y a un autre projet dont je vais parler qui est une plateforme physique, cette fois, de collecte, tri et valorisation des déchets de chantier et qui a la particularité d'être mutualisé. Donc là, c'est un projet qui est porté par un groupe d'industriels, c'est Saint-Gobain, Lafarge, Veolia, Artelia et Eurovia, qui cherchent à concevoir ensemble une plateforme de tri et collecte et valorisation des déchets de chantier. L'avantage, c'est qu'ils pourraient massifier leur flux, du coup aussi mutualiser l'investissement initial dans la plateforme et en massifiant leur flux, trouver des nouveaux débouchés pour de nouveaux types de matériaux. Donc on parlait tout à l'heure du plâtre, du verre et des granulats, où là l'objectif ce serait de pouvoir en boucle courte récupérer ces déchets qui vont être très nombreux sur Plaine Commune parce que c'est un territoire en transformation et sur place les trier et les transformer si possible pour une réutilisation locale. Si possible, si pas possible, il faudra trouver d'autres lieux de transformation parce qu'il y a toute une problématique de l'industrie dans la ville qui cause aussi des nuisances et dont on ne veut pas forcément. Mais en tout cas, mettre une centrale à béton dans la ville, pourquoi pas, si c'est pour faire des matériaux recyclés. Enfin, voilà, c'est des pistes. Voilà. Et puis, en termes de réemploi, il y a aussi carrément des projets où on réemploie tout un élément de bâtiment. Donc, c'est le cas de la construction modulaire, que ce soit du modulaire en béton ou du modulaire en acier ou du modulaire en palette ou tous les types de matériaux. Mais en tout cas, le modulaire, ça veut dire qu'on peut utiliser une dent creuse, construire quelque chose. Et une fois que cette dent creuse, elle va être construite de façon plus pérenne, on peut réutiliser les modules ailleurs. Il y a aussi un projet de la Caisse des dépôts sur les salles de bain spécifiquement, en disant quand on veut réutiliser un bâtiment de logement en bureau, ou plutôt l'inverse, un logement de bureau qu'on veut le transformer en logement, la question c'est la salle de bain et inversement. Parce que le reste c'est pas trop compliqué de transformer un bureau en chambre ou en cuisine. Voilà. C'est ce genre de choses, donc principalement sur le réemploi et sur les bâtiments neufs. On a aussi quelques projets sur l'énergie, donc on parlait tout à l'heure des échanges énergétiques entre bureaux, logements, parce qu'ils n'ont pas les mêmes pics de consommation. Donc il y a quelques projets en développement là-dessus aussi. Ok, super. Ça fait autant de projets en fait qui seraient de bons candidats à l'un des, à l'un des prochains événements qu'on veut monter dans cette thématique, qui pourrait être pour ceux d'entre vous qui souhaiteront revenir et s'engageront un petit peu dans ces discussions, et notamment donc, dans le cadre des prochains événements qu'on aura sur les matériaux ou le débat construction contre la rénovation. On voudra conclure sur une expédition urbaine frugale, elle aussi, puisqu'elle se fera avec un ticket de métro, mais ça peut être effectivement une piste que d'aller voir ces réalisations de Plaine Commune. Merci beaucoup. J'aimerais, là encore, vous donner une occasion de réagir, si vous le souhaitez, avant que je ne pose ma question. Voilà, je vous en prie. Merci. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. J'avais juste une petite question au niveau de la réglementation E+C- que vous citiez un peu plus tôt. Donc on s'intéresse beaucoup au calcul, on prend des engagements. Est-ce qu'on s'est intéressé aussi un petit peu de la même façon que ce qu'on disait sur le bâtiment, à la façon dont on tenait ces engagements en phase de construction? Est-ce que on s'est intéressé aussi aux méthodes de mesure sur la consommation réelle en phase de construction? Donc bon, j'avoue, moi je suis plus connaisseuse en carbone qu'en énergie. Alors oui, pour le carbone, l'expérimentation, donc après la RE 2020, va demander de faire une étude carbone donc en conception, qui sera plus une estimation, mais après il faudrait faire une seconde étude carbone une fois que la phase chantier est passée, puisque des fois sur le chantier on prévoit de mettre en conception un matériau, puis finalement le chef de chantier dit bah non, moi j'ai ça qui est disponible, je vais mettre ça. Donc on pourra faire une seconde étude carbone une fois que le chantier sera terminé. On contrôle les engagements des constructeurs en l'occurrence. D'autres questions? Bonsoir. Je voulais vous demander par rapport à la RE 2020, est-ce qu'il va y avoir des demandes en termes de paliers
à atteindre en énergie, en niveau énergie et en niveau carbone? Oui, alors donc la RE 2020 va demander d'atteindre des niveaux de performance en énergie et en carbone. Donc si la RE suit ce que propose pour l'instant l'expérimentation E+C-, on aura ainsi donc 4 niveaux de performance en énergie et 2 niveaux de performance en carbone. Et donc il faudra atteindre un niveau énergie, mais aussi un niveau carbone. On ne sait pas encore si on va devoir être carbone 2 ou carbone 3. Non, ce sera à mon avis le niveau de base énergie 1, carbone 1. Ok, merci. Mais c'est bien donc l'objet de cette expérimentation que d'étalonner en quelque sorte la future réglementation. Oui, voilà, parce que donc l'expérimentation a déjà prévu des seuils donc de consommation d'énergie à ne pas dépasser, mais également d'émissions de gaz à effet de serre à ne pas dépasser. Sauf que c'est en fait la première fois en France qu'on demande aux constructeurs d'évaluer les émissions de gaz à effet de serre de leurs bâtiments. Donc déjà, il faut apprendre à estimer ces émissions et il faut ensuite après se rendre compte si les seuils qui ont été fixés pour l'instant par l'expérimentation E+C- sont accessibles en fait, tout simplement. Bonsoir, j'ai une question du coup. Je suis assez étonné d'entendre que ce sont les fabricants de matériaux qui fassent eux-mêmes, qui définissent ou qui disent eux-mêmes à travers mes FDES, mon matériau en carbone il vaut tant. Du coup, est-ce que c'est pas la personne qui produit qui aurait intérêt à dire le mien, mon matériau que je produis, finalement il ne consomme que peu de carbone à produire? Alors, il faut savoir que donc, pour l'expérimentation E+C- et donc la future RE 2020, il faut qu'on s'appuie sur la base IGNES. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, la base IGNES, c'est... Oui, je vais développer. La base IGNES, c'est la base de données des données environnementales de référence pour faire des calculs carbone dans le cadre de l'expérimentation E+C-. Et donc sur cette base IGNES, donc c'est là que se situent les fameuses FDES, qui sont les données environnementales des produits de construction, mais également des PEP qui concernent tout ce qui est équipement. Et donc ces FDES, en fait, disponibles sur la base IGNES, sont vérifiés par un organisme indépendant du fabricant. Donc c'est bien des données fiables qui sont indiquées sur la base IGNES. Bonjour, j'ai une petite question un peu plus anecdotique, mais les émissions carbone de l'archipel de Vinci, qui est en construction, on sait ce que c'est? Malheureusement, je ne sais pas du tout. Je n'ai jamais vous le dire, mais je ne suis pas au courant. Alors l'archipel, c'est le futur siège de Vinci qui est en cours de construction, effectivement, et qui devrait voir le jour, je ne sais pas, à l'horizon 2020, je crois. C'est ça. Mais du coup, pour bien comprendre, est-ce que Vinci est complètement tributaire des maîtrises d'ouvrage, des maîtres d'œuvre dans les objectifs, et donc on n'est pas, on pousse pas à des objectifs d'émissions moindres. On développe les outils pour donner à la commande l'option ou non de suivre ce qu'on propose. Je ne sais pas si ma question... Alors, donc c'est vrai que pour l'instant, le fait d'évaluer les émissions de gaz à effet de serre de son projet, c'est sur la demande du maître d'ouvrage, c'est pas du tout obligatoire. Mais en 2020, comme on aura la future réglementation thermique et environnementale, elle va nous imposer de prendre en compte les émissions de gaz à effet de serre. Alors, je ne sais pas si je réponds vraiment à votre question. C'est peut-être une question à laquelle Mathieu peut répondre. D'expérience, finalement, qui prend l'initiative d'encourager la bonne pratique, etc. Parce que les constructeurs peuvent développer, bien évidemment, des savoir-faire. Voilà. Mais qui prend l'initiative et quelle peut être la place du constructeur, effectivement, dans l'encouragement d'utilisation de... Le maître d'ouvrage, je dirais, va donner l'impulsion sur le projet. C'est lui qui va fixer l'objectif. Est-ce qu'il veut un bâtiment bas carbone ou pas? La maîtrise d'œuvre va y répondre avec plus ou moins de succès. L'entreprise, dans le marché dans le fonctionnement des appels d'offres en France, a sa part à jouer. On fait une conception la plus complète possible. La proposition de variantes, d'amélioration, d'optimisation de l'entreprise telle qu'on conçoit l'appel d'offres en France est toujours bienvenue. Donc on découvre des bonnes idées qui sont apportées par les entreprises qui sont consultées. Donc c'est toujours un jeu intéressant, y compris sur la partie carbone.
C'est vrai qu'une fois qu'on a fait une conception tout béton, eh bien, l'entreprise peut avoir des difficultés quand même à proposer des variantes en structure bois. Voilà, il y a quand même des choix assez engageants qui ont été pris plus tôt. En revanche, l'optimisation de choix qui ont été faits par la maîtrise d'œuvre peuvent être bienvenus et souvent appréciés grâce aux entreprises. Ouais. Oui, je voulais revenir du coup plus sur l'autre projet, donc le démonstrateur industriel. Je voulais savoir s'il y avait eu des projets qui incluaient plus facilement toutes les parties prenantes, mais également du coup les citoyens. On a beaucoup parlé du coup de l'exploitation, mes côtés industriels ou promoteurs, et je voulais savoir ce qui a été fait et développé avec les citoyens en coopération. D'accord, merci pour cette question. Alors, la réponse qui n'est pas politiquement correcte, mais qui est vraie, c'est qu'on ne fait pas beaucoup de concertation pour l'instant, pour une raison simple, c'est que nous sommes des industriels, et le territoire est le pouvoir politique. Et le pouvoir politique nous a demandé, messieurs, dames, les industriels, s'il vous plaît, faites ce que vous savez faire, concentrez-vous sur la technologie, nous gérons la relation aux citoyens. Bon, c'est un parti pris. On est en train de discuter pour voir, parce que alors jusqu'à présent c'était pas très grave, parce qu'on a été au stade de l'idéation. Donc comment faire des procédés constructifs plus performants. Je pense que l'enveloppe du bâtiment, le citoyen, il sait pas forcément. Dans la phase d'implémentation, par contre, là, ça va devenir important et les élus du territoire commencent à nous dire qu'il va quand même falloir aller vers le citoyen, et donc on attend de savoir comment est-ce qu'ils veulent s'y prendre, quel relais ils veulent utiliser pour ça. Voilà. Bon, l'autre point, c'est qu'effectivement, la volonté de l'État aussi, c'était qu'on améliore les technologies et les savoir-faire constructifs, on va dire. Et donc, l'implication des citoyens n'était pas le focus de cet appel à projet. Maintenant, c'est hyper important dans la façon dont on implémente les projets. Et ensuite, il y a quand même une nuance plus positive. Il y a l'autre critère de pleine commune, à part la sobriété, c'est les retombées locales positives. C'est pas forcément sur les habitants. Enfin, sur les habitants, ils veulent des cadres de vie meilleurs, plus vivables. La qualité de l'air, c'est un des sujets aussi qui les intéresse. La biodiversité, la nature en ville, ça les intéresse. Donc c'est plus sur le cadre de vie. Et sinon, c'est sur l'emploi et la formation. Et donc là, il y a un gros projet dans le cadre de la Seine urbaine qui est porté, qui serait un hub pour la formation professionnelle, où on rapprocherait l'ensemble des entreprises et l'ensemble des organismes de formation en un même lieu, ou pas, mais en tout cas au sein d'une même structure de gouvernance, pour faciliter les parcours entre plusieurs organismes de formation et des entreprises, et rapprocher aussi la formation des besoins en recrutement, et anticiper aussi la reconversion. Par exemple, il y a un cas très concret, c'est que pour les Jeux Olympiques qui vont avoir lieu en 2024, il y a, je sais plus, je crois, il y a 80, enfin, on sait qu'il va manquer énormément de gens pour la construction des ouvrages, et on sait également qu'il va avoir besoin de, je crois que c'est 80 000 agents de sécurité. Ces agents de sécurité, d'abord, il va falloir les former, et ensuite, il va falloir les reconvertir, parce qu'on n'aura pas besoin de 80 000 agents de sécurité derrière. Donc voilà, donc c'est anticiper ça aussi, et voilà. Donc ça, c'est un des projets les plus sociaux, on va dire. Voilà. S'il y en a un autre aussi, c'est un projet porté par une association qui s'appelle Cap Solidarité, qui est adossée à une foncière et qui achète des rez-de-chaussée pour les transformer en colocation pour adultes handicapés. Donc là, c'est une innovation qui est vraiment plus sociale, on va dire, ou programmatique dans les programmes immobiliers que vraiment pure et dure technologique. Voilà. Mais c'est vrai qu'elles sont minoritaires, ces innovations, dans la masse des innovations proposées. Merci Raphaël. Une chance de poser une dernière question. Bien, s'il n'y en a pas, je vous remercie. Je vous propose encore une fois d'applaudir Raphaël et Lucie. Merci.
Et pour ma part, donc, je vous rappelle une dernière fois que nous lançons donc un cycle d'événements sur cette thématique, donc bas carbone, zéro carbone, et que cette rencontre donc, de décembre sera suivie en janvier et certainement en février, donc de prochains événements qui vont nous permettre de zoomer avec de nouveaux intervenants, donc sur la question des matériaux d'une part, sur la question du débat, construire neuf ou rénover. Et on terminera, si toutefois on vous retrouve nombreux d'événement en événement, eh bien, sur une learning expédition. Et si vous manifestez de l'intérêt, bien évidemment, on peut en parler juste après, puisqu'on va pouvoir partager un verre. Voilà, et pour vous dire enfin que, vous le savez, pour ceux qui sont déjà venus, souvent parfois, et je le rappelle à tous les autres, Léonard Paris reste un lieu ouvert dans lequel eh bien, on multiplie les rencontres donc, sur des thématiques extrêmement variées. Vous savez que le terrain de jeu est virtuellement infini. Et on a loupé et on a enlevé, c'est dommage, la dernière slide qui annonçait donc un prochain événement. Certains d'entre vous savent peut-être déjà que ce vendredi, donc, la ville de Paris organise ce qu'elle appelle la nuit des débats. Il y a un certain nombre donc, de lieux à Paris accueillant du public qui vont accueillir justement des débats, des manifestations. Eh bien, donc, fidèle à notre programme, on va continuer de parler de la ville. Et vendredi, à partir de 19h, on aura un débat autour finalement des évolutions de la forme urbaine qui sera mené par la Fabrique de la Cité, dont les lecteurs des Échos parmi vous ont peut-être repéré le week-end dernier la belle double page qui racontait justement les évolutions de la forme urbaine en France au fil des âges. Donc on revisitera un petit peu ces différentes formes avec Jean-Marc Vittori, avec Chloé Voisin-Bormuth, qui est la directrice des études de la Fabrique de la Cité, qui réside encore à Léonard. Et ça va être un très bel événement, et qui sera suivi d'un format qu'on aime beaucoup, qu'on appelle Cinéville, et qui consiste eh bien, à vous présenter des sélections, des extraits de films de fiction, bien évidemment, sur une thématique donnée que nous commentons et que nous décortiquons avec Olivier Pourriol, un philosophe qui nous fait l'amitié de venir organiser ces séances ici. Et cette fois-ci, donc, il s'agira de se demander si la ville de demain, eh bien, c'est un paradis ou un enfer. Et naturellement, on se rend bien compte que nous ne sommes peut-être pas si mal lotis avec nos petits enfers parisiens ou métropolitains. Voilà, merci donc en espérant vous y retrouver nombreux dès vendredi. Merci encore.